Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de un autre point de vue. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur le chapitre de mécanique mouvement dans un champ uniforme. C'est donc un chapitre de mécanique de la spécialité physique-chimie de terminale. Et aujourd'hui, je vous propose un exercice qui reprend la première partie du cours, mouvement dans le champ de pesanteur. C'est un exercice type, mais qui peut poser assez souvent problème puisqu'il y a pas mal de maths et d'équations. Je vous propose donc de le résoudre ensemble et bien sûr avec toute la rédaction et la méthodologie. Alors ici, c'est un exercice vraiment type, on étudie la chandelle au rugby, soit le coup de pied permettant d'envoyer le ballon au-dessus des lignes de défense de l'équipe adverse. Donc ici, le joueur frappe le ballon à T0 au point 0 du repère ci-dessous. Et on a un petit repère en bas à droite, ça nous aide bien, ça nous montre la trajectoire en vert du ballon. Le ballon fait un angle à 60 degrés avec l'axe OX et à une vitesse V0x de 10 mètres par seconde. On va négliger les frottements de l'air. Ça nous simplifiera bien la tâche et généralement dans tous ces exercices de spécialité physique-chimie en terminale, on néglige les frottements de l'air. C'est vraiment génial parce que ça nous facilite énormément le travail. Il faut aussi bien montrer que en fait ce ballon, il n'y a pas une force qui le pousse et on ne dit pas que généralement on aura tendance à dire que le ballon est soumis à son poids et à la force du pied du joueur qui a lancé la chandelle. Mais non, une fois qu'il est lancé, il n'y a plus la force du pied. Le pied ne suit pas le ballon durant toute sa trajectoire. Donc, en tout cas, cette force n'existe pas. On a ensuite 6 questions. C'est un exercice vraiment exhaustif qui reprend tout. En premier, déterminer les équations horaires du mouvement du ballon. En deuxième, déterminer l'équation de la trajectoire du ballon. Puis déterminer le temps dont dispose le joueur avant que le ballon ne touche le sol. Déterminer le point de chute du ballon, soit la distance que devra parcourir le joueur pour récupérer le ballon à sa chute. Puis déterminer l'altitude maximale du ballon. Et finalement, pourquoi cette altitude théorique est-elle plus haute que l'altitude réelle? Alors, la première étape de tout bon exercice de mécanique, c'est de définir le référentiel et puis de faire l'inventaire des forces. Vraiment, vous ne pouvez pas commencer un exercice de mécanique sans faire cela. Je m'excuse pour le petit accent sur les référentiels, mais c'est bien le référentiel. Alors, donc, en parlant de référentiel, on étudie le système du ballon de rugby. Donc voilà, on a bien cité notre système dans un référentiel terrestre, ok, dit galiléen. Alors on le considère comme galiléen, pourquoi? Pour pouvoir appliquer les lois de Newton. Franchement, c'est important, sinon on n'y arrivera pas. Ensuite, on fait l'inventaire des forces. Donc, le poids P, logique, comme toujours. Et puis, surtout, comme on a vu dans l'énoncé, les frottements de l'air sont négligés. On peut l'écrire, franchement, c'est toujours bien de le redire. Et du coup, vu qu'ils sont négligés, il n'y a qu'une seule force qui s'exerce sur le ballon, le poids. On peut dire qu'on est dans le cas d'une chute libre. Maintenant, on va pouvoir introduire la deuxième loi de Newton. Et je vous rappelle bien, c'est pas la seconde. Si on disait la seconde loi de Newton, ça voudrait dire qu'il n'y en aurait pas de troisième. Alors que là, on les connaît et il y en a 3. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, on cite que c'est la deuxième loi de Newton, on n'écrit pas directement somme des forces égale m fois accélération. Donc on a vu que la somme des forces, il y avait qu'une seule force, était le poids, donc on peut écrire le poids est égal à m fois a. Le poids, on connaît ça depuis la troisième, ou du moins le collège. Le poids, c'est m fois g. Du coup, on a m fois g est égal à m fois a. Vu qu'on a m des deux côtés, on divise chaque côté de l'équation par m, et on se retrouve avec g est égal à a. Alors là, vraiment, c'est super, parce que on peut déduire l'accélération, qui aura les mêmes caractéristiques que le champ de pesanteur. Donc, dans le repère OIJ, c'est important de noter le repère, on a AX égale 0. Ah oui, on sait très bien que le champ de pesanteur, il est vertical et pas horizontal. Donc, en fait, il est égal à 0 si on regarde vraiment l'horizontale. Et le AY est égal à moins G. Alors, ok,
AY, c'est du coup la verticale, donc G est à la verticale, ok, donc jusque-là on suit. Mais pourquoi il y a un moins? Eh bien parce que le champ de pesanteur est orienté vers le bas, alors que l'axe OX, si on se rappelle de notre petit schéma du début, il est orienté vers le haut. Ils sont pas dans le même sens. Donc, on met un moins. AY est alors égal à moins G. Voilà, on a les coordonnées de l'accélération. Il faut donc les encadrer car on pourra y revenir et ça pourrait très bien nous servir dans d'autres questions. C'est aussi très appréciable pour le correcteur. On entoure en rouge ou éventuellement si votre professeur ne veut pas que vous entouriez en rouge, je ne sais pas, dans n'importe quelle autre couleur, mais en tout cas pour que ce soit bien visible. Ensuite, maintenant, on cherche la vitesse. Alors là, il faut écrire une petite phrase que ma professeure avait tendance à appeler la petite phrase de blabla, où déjà on refait notre cours. On sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse sur la dérivée du temps, donc A égale dv sur dt. Donc, pour trouver les coordonnées de la vitesse, il faut trouver ce qu'on appelle les primitives des coordonnées de l'accélération. Ok, donc cette petite phrase, c'est vraiment une phrase type. Si vous voulez l'apprendre par cœur, vous pouvez. Après, vous pouvez aussi inventer la vôtre. Tant qu'on retrouve A égale dv sur dt et primitive, généralement, ça passe. Donc, les coordonnées de la vitesse, c'est Vx est égal à C1, puisque quand on dérive une constante, on arrive à 0 et qu'on a vu que Ax égale 0. Et puis, Vy égale moins g fois t plus C2. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on dérive moins g fois t plus C2, on trouve juste moins g et AY égale moins g. N'hésitez pas à vous renseigner un peu sur ce qu'est une primitive, ça pourrait vous être très utile. Là, je vous fais une petite explication vite fait, mais vous pouvez creuser le sujet si ça vous intéresse. Pourquoi plus C2? Eh bien, parce que la dérivée d'une constante, comme on l'a dit, c'est 0, et donc il pourrait très bien en avoir une après tout. Bon, alors là, les maths nous diraient qu'on est bloqué, puisqu'on ne peut pas connaître C1 et C2. Mais la physique, elle, vient nous débloquer. Pour déterminer C1 et C2, il faut étudier les conditions initiales de la vitesse. C'est alors le retour de la trigonométrie. On reprend notre schéma du début avec notre V0 et notre angle alpha, celui du bas que j'ai colorié en jaune. Alors, on cherche avec V0x, donc les conditions initiales de la vitesse selon l'axe x. Donc on projette V0 sur l'axe x, on fait un projeté orthogonal. Alors j'ai repassé en rouge V0 et V0x. On est d'accord que V0x, c'est bien selon l'axe x et pas la verticale en pointillé que j'ai tracée. Très important. Donc on dispose d'un angle alpha, de son côté adjacent et de son hypoténuse. On sait que cos de alpha égale adjacent sur hypoténuse, donc cos de alpha est égal à V0x sur V0. Et donc avec une petite équation, V0x égale cos alpha fois V0. Normalement, ce type de projeté, vous avez déjà appris à le faire dans le chapitre précédent sur la loi de Newton. J'ai déjà fait une vidéo où je reprenais un petit peu un exercice type de chapitre que je vous invite à aller voir. Surtout si vous avez des difficultés sur cette partie-là que je suis en train d'expliquer. Ensuite, on va projeter V0y, donc on le projette V0 sur l'axe Y. Et là encore, c'est pas la partie en pointillé qui est importante, mais bien la partie qui suit l'axe Y. Donc on a un angle alpha, son côté opposé et son hypoténuse, donc c'est le sinus. Sinus de alpha est égal à côté opposé sur l'hypoténuse, donc V0y sur V0. Et encore une fois, petite équation, V0y est égal à sinus de alpha fois V0. Donc à t égale 0, V0 est égal à Vx de 0 est égal à C1, c'est ce qu'on a vu juste avant, mais est aussi égal à V0 fois cos alpha. Donc C1 est égal à V0 fois cos alpha. Ce qu'on fait là, ça s'appelle une identification. Vu que Vx il sera tout le temps égal à C1, à Vx égale 0, c'est C1. Mais on vient aussi de voir que c'était V0 fois cos alpha. Donc C1 est égal à V0 fois cos alpha. Maintenant pour Vy de 0.
AVY, on sait que VY, c'est moins G fois T plus C2. Donc là, en l'occurrence, T, c'est 0, donc moins G fois 0, c'est tout simplement 0, donc il nous reste C2. Donc VY de 0 est égal à C2. Or, on vient de voir juste avant que aussi, c'était sinus de alpha fois V0. Donc, C2 est égal à V0 fois sinus alpha. Parfait. Du coup, on peut dire que Vx est égal à C1, mais du coup, tout simplement, est égal à V0 fois cos alpha. Quant à Vy qui est égal à moins G fois T plus C2, vu que C2 est égal à V0 fois sinus alpha, on peut écrire que Vy était égal à moins G fois T plus V0 fois sinus alpha. Voilà, et bien sûr, vous encadrez votre résultat. Encore une fois, c'est un petit peu notre résultat final, c'est très important. Bon, sauf que nous, évidemment, on nous demande les coordonnées, les équations horaires de la position. Donc, on continue. Encore une fois, petite phrase de blabla, hyper important. Vraiment, on a des points au bac sur cette phrase, donc vraiment, ne l'oubliez pas. On sait que V est égal à la dérivée de la position. Alors, ça a été coupé, mais il y a un petit vecteur sur le OM, ne l'oubliez pas. Et sur dt. Donc, pour trouver les coordonnées de la position, il faut trouver les primitives des coordonnées de la vitesse. Alors, si on dérive V0 fois cos alpha fois t plus C3, bien on retomberait sur une constante. En fait, il faut bien se dire que c'est que V0 fois cos alpha, c'est pas deux choses différentes. Non, c'est C1. Donc en fait, c'est une constante. Donc c'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses pour que vous visualisiez bien, même si en vrai, c'est pas obligatoire, puisque comme vous voyez avec les règles opératoires, les priorités opératoires, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, jusque-là, c'est super. Et ensuite, alors là, ne vous laissez pas impressionner par le moins 1/2 t carré, etc. En fait, c'est tout simplement que si on dérive la racine carrée, ça fait, eh bien, x carré égale 2x, vous le savez. Et du coup, pour que ce 2 soit annulé, on met le moins 1/2 devant. Le 1/2, le moins était là parce qu'on était avec moins g. Hein. Je précise, pas de problème. Et ensuite là, c'est V0 fois sinus alpha, c'est aussi considéré comme une constante, donc j'ai remis des parenthèses pour que vous visualisiez bien, et fois t plus C4. Alors moi je vous conseille, c'est un peu des trucs types, tout ça, c'est primitif. Franchement, plus vous faites d'exercices, plus vous apprenez et plus vous avez des réflexes. Ce qu'il faut vraiment bien penser, c'est est-ce qu'il y a un moins ou pas, et que V0 fois cos alpha, V0 fois sinus alpha, ce sont des constantes. Alors, si vous n'oubliez pas ça et vous faites beaucoup d'exercices, vous les retrouverez en fait juste naturellement, ces équations. Vraiment, ce sera tout à fait banal pour vous. Donc maintenant, on pourrait se dire qu'on est bloqué avec C3 ou C4, mais comme on a vu précédemment, la physique vient à notre rescousse. Pour déterminer C3 et C4, il faut étudier les conditions initiales, cette fois non de la vitesse, puisqu'on cherche les coordonnées de la position, mais de la position. Alors, je vous rassure, pas besoin de frigo. On a vu que notre joueur lançait le ballon du sol et vraiment au point 0, 0. Donc, à t0 secondes, la position à 0 secondes est égale à, avec x0 de 0 égale 0 et y de 0 égale 0. Donc, par identification, vu que x0 c'est égal à 0, qui est égal à C3. Pourquoi c'est égal à C3 Tout simplement parce qu'on avait vu que V0 fois cos de alpha fois t plus C3 était égal à x. Du coup, si t est égal à 0, on a V0 fois cos alpha fois t qui est égal à 0. Il nous reste que C3, et donc c'est égal à 0. Mais là, j'ai pas besoin d'autant détailler parce que comme vous avez vu, j'ai écrit par identification. Donc en fait, le correcteur, c'est ce que j'ai fait. En fait, je vous ai mis tout à l'heure vraiment le truc détaillé pour que vous sachiez le faire, mais là, je vous mets le truc un peu plus simplifié pour que vraiment vous ayez les deux versions niveau rédaction. Bon, alors pour y0, c'est la même chose, comme t égale 0, pouf pouf pouf, il nous reste que C4, et y0 égale 0, donc 0 égale C4. Bon, par identification. Donc maintenant, on peut trouver les équations horaires de la position. Du coup, x est égal à V0 fois cosinus de alpha fois t plus C3, mais du coup, plus 0. Donc on peut tout simplement écrire x égale V0 fois cosinus alpha fois t. Et y était égal à moins 1/2 gt carré plus V0 fois sinus alpha
t plus c4, mais du coup plus 0, donc on peut tout simplement écrire y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 fois sin. Donc voilà, on est arrivé au bout de toute cette première question. Alors oui, ça n'a pas fait une page, ça n'a pas fait deux, ça en a fait 2,5. Là, quand vous voyez toute cette rédaction, vous comprenez pourquoi je vous ai dit cadrer en rouge surtout les 3 équations horaires qui nous intéressent, celle de l'accélération, de la vitesse et de la position. Nous, on demandait celle de la position, donc voilà. Mais vous comprenez, parce que quand vous voyez toute cette rédaction et après que vous avez besoin de ces équations pour répondre aux questions suivantes, quand vous savez plus où elles sont, vous perdez un temps fou. Donc maintenant, on peut passer à la deuxième question, l'équation de la trajectoire. Alors là, c'est beaucoup plus simple. On reprend nos 2 équations horaires de la position. On commence par isoler t. Pour ça, rien de plus simple, on utilise l'équation avec x, donc x égale v0 fois cosinus de alpha de t. Et du coup, pour isoler t, c'est hyper simple, on fait juste x sur v0 fois cos alpha. Vraiment, c'est juste une petite équation de base. Bon, maintenant, à quoi ça nous sert de faire ça? Eh bien, tout simplement à remplacer t par son expression dans y de f de t. En fait, nous, on veut on veut que ce soit qu'on ait y et d'un autre côté, on ait les x. On veut plus de t. Donc, on remplace. C'est pour ça qu'on a fait ça. En gros, l'équation de la trajectoire, c'est juste l'équation sans les t. Voilà, sans le temps. Donc, du coup, on remplace tout ça. Y égale moins 1 demi de g fois x sur v0 fois cosinus de alpha au carré, plus v0 fois sinus de alpha fois x sur v0 fois cosinus de alpha. Bon, alors quand vous voyez ça, vraiment c'est hyper compliqué déjà à lire à l'oral, même moi j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux, donc ça peut vous effrayer. Mais pourtant c'est plutôt simple. Déjà, on va tout mettre sur une même fraction et on va chercher à isoler les x. Donc on commence par étudier le côté gauche du plus. C'est pas très mathématique ce que je dis, mais vous comprenez. Alors du coup, moins 1 demi g, c'est en fait moins g sur 2, multiplié par v0 fois cos alpha, chacun au carré. Donc en fait, on fait moins g sur 2 fois v0 carré fois cosinus de alpha au carré. Et du coup, x, on le laisse de côté, même si on pourrait mettre en haut de la barre de fraction, fois x au carré. Ensuite, on fait plus, et là on s'occupe de ce qui est à droite de notre équation. V0 fois sinus alpha, du coup, sur V0 fois cosinus alpha, et x à côté. Sauf que du coup, on a V0 sur V0, donc en fait, on peut le supprimer, parce que ça fait 1. Et sinus de alpha sur cosinus de alpha, c'est la tangente. Du coup, y égale moins g sur 2 fois V0 au carré fois cosinus au carré fois x carré, plus la tangente de alpha fois x. Donc là aussi, on entoure parce qu'on pourrait en avoir besoin. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on a un polynôme du second degré, dont la représentation graphique est une parabole. C'est pour ça que notre ballon a une forme la trajectoire de notre ballon a une forme de parabole, comme on a pu l'observer sur le petit schéma du début. Ok, donc maintenant, on a fait les 2 questions, je vais pas dire préparatoires, mais un peu. Je sais, ça peut être un peu déprimant, surtout que la vidéo prend du temps, mais à regarder, mais vraiment, au moins là, vous saurez tout pour ce type d'exercice. Donc, dans un premier temps, on détermine le temps dont dispose le joueur avant que le ballon ne touche le sol. Alors, déjà, on va faire un petit schéma. Donc, on reprend le schéma du début, tout simplement. Et du coup, quand est-ce que le ballon touche le sol? Il touche le sol là où j'ai mis ma petite croix, quand y est égal à 0. Donc, y chute est égal à 0. Parce que le premier 0, c'est pas là où il touche le sol, quoi. C'est là d'où il est lancé. Donc, on regarde le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Alors déjà, vraiment sur ce type de questions, je vous conseille d'écrire ce que vous cherchez, parce que sinon vous allez vous tromper. Des fois, on peut chercher des trucs qui nous paraissent hyper similaires. Donc vraiment, écrivez-le, comme ça au moins c'est clair dans votre esprit. On cherche le temps écoulé avant le point de chute. En plus, ça va pour le correcteur. Donc, y chute. Du coup, c'est l'équation est égale à moins 1 demi gt chute au carré, plus v0 fois sinus alpha fois t chute.
En fait, c'est l'équation horaire de y qu'on avait trouvée à la question 1. Vous voyez l'intérêt. Sauf que là, c'est du coup, vu qu'on prend y chute, on prend pas t, on prend t chute. Donc nous, on cherche le temps quand y chute est égal à 0. Donc en fait, 0 est égal à moins 1 demi gt chute au carré plus v0 fois sinus alpha fois t chute. Alors bon, comme ça paraît un peu long. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait factoriser. On a t chute des deux côtés. Donc 0 égale t chute moins 1 demi gt chute plus v0 fois sin alpha. Bon alors là, on reconnaît un produit nul. Bon, cependant, on sait que t chute égale 0, c'est pas possible, puisque du coup, ça, ce serait quand le temps est égal à 0. En fait, c'est le moment de lancer, c'est le point de départ, c'est pas le moment qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est le deuxième point, là où j'ai écrit point de chute, y chute égale 0. Donc, on s'intéresse à la deuxième partie de notre produit nul, moins 1 demi gt chute, plus v0 fois sinus alpha est égal à 0. Donc, en petite équation, très simple, je vous ai mis la rédaction ici, on obtient t chute est égal à v0 fois sinus alpha fois 2 sur g. Parfait. Maintenant, pour l'instant, on n'a fait aucun chiffre, on n'a utilisé aucun chiffre. C'est maintenant qu'on va venir l'application numérique. Et on trouve que le temps de chute, c'est 1,8 secondes. Pour retrouver les valeurs numériques, il faut reprendre l'énoncé de l'exercice. Parfait, on passe à la question 4. Déterminer le point de chute du ballon, soit la distance que devra parcourir le joueur pour récupérer le ballon à sa chute. Alors, moi j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire déterminer le point de chute. Mais heureusement on m'a aidé. On cherche la distance que devra parcourir le joueur pour récupérer le ballon. Ok, ça je comprends. Alors en fait on cherche la distance entre là où il part, donc 0, 0, et bien tout simplement x chute. Donc, x chute est égal à v0 fois cosinus de alpha t chute. Ça, on se rappelle, c'est l'équation horaire de la position de x. Et là, c'est hyper simple puisqu'on a toutes les valeurs. T chute, on l'a calculé à la question précédente. V0, on l'avait de l'énoncé. Cosinus alpha, on l'avait aussi de l'énoncé. Donc, on peut directement se lancer dans l'application numérique et on trouve 9 mètres. Le ballon touchera le sol à 9 mètres du joueur. Le ballon devra courir 9 mètres. Le joueur, devra courir 9 mètres avant de rattraper son ballon. Maintenant, déterminer l'altitude maximale du ballon. Ça peut être intéressant, par exemple, pour savoir si le ballon passera bien au-dessus des joueurs de l'équipe adverse. Alors, l'altitude maximum du ballon est atteinte au sommet de la parabole. Alors là, j'ai fait un petit schéma et on observe que le sommet de la parabole, ça correspond à temps divisé par 2. Donc en fait, temps divisé par 2, qu'est-ce que c'est? C'est t chute, parce que c'est ça, le temps total, on l'a appelé t chute, et divisé par 2. Moi, du coup, j'ai écrit t1 demi égale t chute sur 2. Et bien sûr, j'ai le petit schéma, comme ça, le correcteur peut savoir ce que j'appelle t1 demi en fait. Donc, t chute, toujours à ce qu'on a calculé à la question 3, tout est imbriqué. Dans ces exercices, c'est vraiment ça. t1 demi égale 1,8 divisé par 2, t1 demi égale 0,9. Maintenant, y maximum, c'est ce que j'ai noté encore une fois sur le schéma. Donc le correcteur, il peut directement se référer à mon schéma et savoir ce que j'ai appelé y max. Et bien là, on reprend l'équation de position de y, mais au lieu de prendre avec t chute, on prend avec t1 demi. Y max égale moins 1 demi gt1 demi au carré, plus v0 fois sinus alpha, fois t, et alors là j'ai oublié 1 demi. Mais voilà, vous savez, en vérité, il ne faut pas faire ça. Alors ensuite on passe directement à l'application numérique, et y max égale 3,8 mètres. Le ballon atteint une altitude maximale de 3,8 mètres au sommet de la parabole, et je pense pas qu'il y ait des joueurs qui fassent 3,8 mètres, donc normalement ça passe au-dessus. Voilà, vraiment, je vous conseille pour ce genre de questions, l'altitude maximum, etc., de vous référer avec un petit schéma, parce que comme ça, vous comprenez où est l'altitude maximum, mais surtout à quel temps ça correspond. Et comme vous voyez, la question 2, du coup, avec calcul où il fallait déterminer l'équation de trajectoire, elle nous a pas vraiment servi, mais par contre, la question 1, avec déterminer les équations horaires, elles nous ont beaucoup servi.
Généralement, on nous demande de calculer l'équation de trajectoire, mais il y a peu d'applications avec, même si ça peut venir, hein, donc calculez-la bien. Mais généralement, c'est plus pour la démonstration, alors que vraiment, la première question, on nous demande les équations horaires de la position, vont nous servir et énormément dans la suite de l'exercice. Donc, la dernière question, c'est vraiment la question qui conclura pratiquement tous les exercices de mécanique. Pourquoi cette altitude théorique est-elle plus haute que l'altitude réelle ? Eh bien, tout simplement, dans cet exercice, nous négligeons les frottements de l'air. En réalité, nous obtenons donc des valeurs théoriques supérieures aux valeurs réelles. Voilà, la réponse c'est toujours les frottements de l'air. Parfois, il y a d'autres choses, mais généralement, c'est les frottements de l'air. Parfois, on néglige. Par exemple, j'avais un exercice, on avait négligé la poussée d'Archimède aussi. Les frottements de l'air et la poussée d'Archimède. Mais ici, en l'occurrence, c'est que les frottements de l'air. Voilà, nous avons fini l'exercice, nous avons répondu à ces 6 questions. Maintenant, vous comprenez pourquoi un exercice du bac, ça peut durer jusqu'à 30 minutes. Eh bien, bravo en tout cas pour cet exercice. Il vous permet de comprendre le mouvement dans le champ de pesanteur. C'est vraiment un exercice classique puisque on a un mouvement plan, donc à 2 dimensions, avec une chute libre. Vous pourrez étudier des ballons, que ce soit un ballon de basket, un ballon de rugby comme ici, ou n'importe quoi. J'ai fait beaucoup avec une balle de tennis aussi. Ou alors, on avait fait aussi d'un point de vue plus historique, par exemple avec des obus ou ce genre de choses. Voilà, et bonne chance pour vos révisions, pour votre bac. À bientôt sur un autre point de vue. Abonnez-vous.